Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle conversation de la série Femmes qui transforment les territoires, organisée par Réseaubil, le réseau Oili Bibinga de la Lequier, coopérative d'autonomisation des femmes rurales au Cameroun. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'échanger avec Madame Claudine Bolo, fondatrice de VPMO. Experte en management de projet, elle a également contribué au PM Box 8, la Bible mondiale des chefs de projet, et femmes engagées dans la formation des professionnels comme des femmes rurales au Cameroun. Merci Madame Bolo d'avoir accepté cet échange avec nous. Merci de m'avoir invitée. Bonjour à tous. Je suis heureuse d'être parmi vous. Merci encore. L'honneur est pour nous de recevoir une femme qui a œuvré et qui œuvre encore pour le développement du leadership et du management dans notre pays. Nous allons commencer par votre parcours. En ce qui concerne votre parcours, vous avez passé 13 ans dans l'assurance, puis vous avez tout réorienté pour créer de VPMO et vous engager dans la formation. Qu'est-ce qui a déclenché ce tournant dans votre parcours? Alors, il faut dire que je ne suis pas partie de l'assurance pour créer de VPMO. Après 13 années dans l'assurance, j'ai travaillé chez un intégrateur de solutions pendant 2 années et demie. Et après, j'ai rejoint une entreprise en Afrique du Sud, une entreprise de management de projet spécialisée dans la construction. Et c'est pendant que je travaillais dans cette entreprise que je me suis résolue à me mettre totalement à mon propre compte. Il faut dire que Devis PMO a été créé en 2018. J'étais encore employée chez l'intégrateur de solutions. Et ce n'est qu'en 2020 que, fort de cette grosse expérience que j'avais accumulée, que je me suis dit, OK, il faudrait que je me lance et que je m'y consacre entièrement. Alors, qu'est-ce qui m'amène à le faire? Je dois vous avouer qu'en tant que manager de projet, j'ai rencontré beaucoup de difficultés tout au long de ma carrière qui étaient dues à la méconnaissance du métier. Je me retrouvais à faire des projets avec beaucoup de peine parce que tout ce qui devait être fait au préalable ne l'était pas. Et donc, la culture de management de projet n'étant pas encore assez avancée dans notre environnement professionnel, je me suis dit, voilà un point sur lequel je pourrais apporter quelque chose dans la vulgarisation de la profession, des bonnes pratiques, mais surtout dans la sensibilisation et la constitution d'une masse critique. Parce que plus nous serons nombreux à appliquer les normes de management de projet, mieux nos projets vont se porter, mieux notre pays aura conscience que il lui faut des professionnels en management de projet pour conduire ces projets et protéger ses investissements. Ça coûte cher, les projets. Donc, lorsqu'on échoue un projet, c'est un gros investissement qu'on a perdu et c'est l'avenir de nos enfants qu'on a un tout petit peu mis en danger, hypothéqué, ce que vous voulez, quoi. Effectivement, et c'est l'une des raisons qui vous a toujours orienté. Mais nous voulons savoir pourquoi est-ce qu'il y a une raison à ce tournant, à ce changement? Est-ce qu'il y a un événement qui... Allô? Bon, il y a votre connexion qui dérange un tout petit peu. Si vous pouvez reprendre la question. D'accord. Donc, je disais ceci. Qu'est-ce qui vous a donné la certitude que c'était la bonne direction à prendre?
Parce que certainement, cette réorientation n'a pas dû être facile pour vous. Alors oui, il n'y a pas eu un instant unique de déclic. Il y a eu un ensemble euh, d'événements qui me conduisent à ça. Je dois déjà vous dire que à la base, hein, moi, je suis informaticienne. Ça, c'est ce que j'ai appris à l'école. Je me retrouve dans le management de projet par punition, je dois le dire. Donc, j'étais dans une entreprise en tant qu'informaticienne avec des chefs qui avaient un écart générationnel sur le plan informatique, hein, professionnel, qui était très important. Ils avaient été formés à l'époque de l'Université fédérale du Cameroun. Et moi, je suis formée dans les années 2000. Et donc, en termes d'informatique, j'étais porteuse de solutions très innovantes, alors que eux, ils restaient accrochés aux méthodes anciennes. Ça crée donc un choc en entreprise et ils vont plusieurs fois demander à ce qu'on me vire. Malheureusement, la PDG, qui avait déjà eu beaucoup d'échos sur mon travail, va leur dire, mais il y a des travaux qu'on vous demande de faire et vous nous les livrez 3 semaines après. Cette jeune dame nous livre le même travail en 2 jours ou en 3 jours. Ça veut dire que c'est elle l'avenir de l'entreprise. Nous ne pouvons pas la mettre dehors alors qu'elle est porteuse de tel type d'innovation dans le travail. Alors mes chefs vont se dire, OK, comme on ne peut pas la virer, il vaut mieux qu'on l'éloigne de l'informatique. Voilà comment ma punition a été de m'occuper des projets parce qu'en plus, ils ne voulaient plus faire ça. Ça ne leur plaisait pas de gérer les fournisseurs, les équipes, etc. Et pour se débarrasser, c'était mon garage là-bas. Donc moi, j'arrive dans le management de projet et je finis vraiment par m'y plaire. Parce que je me rends compte que le management de projet est au cœur de l'entreprise, de la création de valeur et de richesse, et ça m'ouvre énormément de portes. Ça me permet d'accéder à des instances auxquelles d'autres personnes dans l'entreprise n'avaient pas accès, le conseil d'administration, l'assemblée générale. Je travaille sur des thématiques très importantes comme le plan stratégique, les schémas directeurs. Et là, au bout d'un certain nombre d'années, mes chefs se disent, ah tiens, elle a pris beaucoup de galons, mais pas d'argent. Je n'avais pas vu mes conditions salariales s'améliorer, mais j'avais pris vraiment beaucoup de galons, j'avais accès à beaucoup de décideurs dans l'organisation et ils se disent non, il faut qu'on la stoppe. Il faut qu'elle revienne dans l'informatique. Sauf que la flamme de l'informatique, c'était un tout petit peu éteinte parce que j'avais décidé de faire de l'informatique un outil redoutable pour pouvoir gérer mes projets comme personne d'autre. Et donc, je me lance à fond dans le management de projet à la recherche de l'expertise. Je vais donc peu à peu conduire cette expertise en recherchant des points qu'on m'a enseigné dans le management de projet. On m'a dit que le management de projet est une profession transversale et je me dis, quoi? Est-ce que moi, informaticienne, je peux faire des projets en dehors de l'informatique? Parce que c'est ça la transversalité qui nous était vendue. Et je me dis, OK, il faut que je challenge ça. C'est pour cela que je vais me plaire à aller faire des projets dans d'autres secteurs, l'archivage, la comptabilité, la gestion du personnel. Et plus tard, je vais me retrouver à l'occasion d'un salon à Dubaï où on parlait de construction et il y avait toute une partie réservée au management de projet. Et là-bas, je vais apprendre que le management de projet dans le secteur de la construction, c'est quelque chose de très important, très particulier et très prestigieux. Et donc, dès que j'ai eu l'occasion de me retrouver dans le management de projet dans la construction, notamment avec une entreprise sud-africaine, j'ai sauté sur l'occasion. Donc, c'est en faisant tout ce cheminement que je me rends compte que, mais tiens, l'Afrique est très en retard sur le marché du management de projet. Et pourtant,
l'Afrique est le continent où il y a tout à faire. Qui dit tout à faire, ça veut dire des projets. Tout autour de nous peut être transformé en projet pour être porteur de solutions pour régler les problèmes que nous rencontrons. C'est à ce moment-là que je me dis, mais tiens, j'ai vraiment fait le bon choix de laisser un peu l'informatique de côté, de me concentrer sur le management de projet. Je vais donc commencer à côtoyer ceux-là qui façonnent le management de projet dans le monde. Je vais m'engager avec une organisation qu'on appelle le PMI, Project Management Institute, qui fait donc la promotion du management de projet à travers le monde. Et à l'intérieur, je vais voir d'autres visages du management de projet appliqués dans d'autres parties dans le monde. Le Moyen-Orient, l'Europe, l'Amérique. Et j'étais dans la douleur de voir que ce n'est pas encore le cas dans mon pays. Ça commence à prendre en Afrique, mais en Afrique du Nord et en Afrique anglophone. Et je me dis, voilà une cause qui mérite que je m'engage. Donc, je vais m'engager en tant que volontaire et puis je vais entrer dans le bureau du PMI Cameroun et puis je vais prendre le leadership du PMI Cameroun et en gravitant ces échelons, je vais être de plus en plus proche de ces personnes qui fabriquent les standards, qui décident du marché, qui façonnent le marché et je vais me proposer à les rejoindre. Je les rejoins et avec ma curiosité, ma disponibilité, je prends des missions diverses simplement pour voir comment ça se passe, la recherche universitaire en management de projet, l'engagement des États dans le management de projet, que fait la société civile dans le management de projet et bien d'autres points. À partir de là, je me dis, tiens, Devi PMO doit être mis sur pied. Je m'engage donc à créer cette entreprise qui va être un centre d'excellence pour le management de projet. Centre d'excellence dans la formation, dans la sensibilisation, dans l'accompagnement. Vraiment, tout ce qui est projet nécessite notre présence. C'est pour cela que nous n'hésitons pas d'accompagner tous ceux qui y travaillent. Et chemin faisant, je me suis dit, il est important que je fasse partie de ceux qui prennent les décisions, ceux qui façonnent le management de projet au niveau international. Pas seulement à mon propre nom, mais au nom du Cameroun. Donc, c'est ainsi que lorsque j'ai eu la proposition de faire partie des experts en management de projet qui représentent le Cameroun chez ISO, je l'ai accepté et je travaille donc dans les groupes de travail avec ISO sur des thématiques très importantes. Au Cameroun aussi, lorsque le Cameroun s'engage dans la stratégie nationale de développement 2020-2030 de mettre en place une réforme pour créer l'ordre des experts en management de projet, je me suis dit voilà, c'est une cause qui mérite que je m'engage. Donc, c'est ainsi que je continue de m'engager jusqu'à aujourd'hui. Et le dernier engagement, naturellement, c'était donc contribuer à la rédaction de la dernière norme en management de projet qui a été publiée en novembre 2026 et qui va entrer en vigueur le 9 juillet, donc le mois prochain. Je me suis engagée aussi à porter la voix du Cameroun, la voix de l'Afrique, dire aussi quelles sont nos nuances, quels sont nos besoins, quel est notre regard par rapport à ça. Et j'ai vraiment à chaque fois été heureuse et honorée de voir que toutes ces instances sont réceptives. Elles n'attendent que ça, d'ailleurs, d'avoir des sons de cloche divers à travers le monde. Et aujourd'hui, à titre personnel, Devi PMO porte aussi ce flambeau pour pouvoir engager le plus grand nombre de personnes possible pour qu'on se dise l'Afrique que nous avons dans nos têtes, le Cameroun dont nous rêvons est possible. Pas seulement avec de la volonté, avec des outils, avec des techniques, avec des normes, un certain bagage. Donc voilà ma mission en quelque sorte. D'accord. Ce parcours de réorientation
nous parle beaucoup chez Réseaubil. Les 2000 femmes de notre réseau font exactement cela chaque jour. Elles réorientent leurs pratiques agricoles, elles osent s'organiser en collectivité, elles font des choix courageux pour leur avenir économique. C'est ce courage-là qui nous intéresse dans votre parcours. Vous avez contribué, comme vous l'avez dit tantôt, au PM Box 8. Vous avez représenté le Cameroun à l'ISO. Vous avez également co-rédigé une loi nationale sur les experts en management de projet. Comment une femme camerounaise se retrouve-t-elle à définir les standards mondiaux de sa profession? Bon, alors, c'est une belle question, mais je vais peut-être vous décevoir en vous disant que j'ai pas l'impression que j'ai dû bagarrer pour ça. Je n'ai pas l'impression que ça a été difficile. J'ai rendu visible mon travail et des personnes ont estimé que voilà, j'avais une contribution qui pouvait aider. Vraiment, c'est venu me trouver. J'ai envie de dire ça comme ça. Et je suis très heureuse. C'est venu me trouver parce que je n'étais même pas au courant que ça existait, parce que sinon, je serais moi-même allée chercher. Mais c'est sans difficulté que c'est arrivé. Et je n'y suis pas tant... J'ai envie de dire que mon genre n'a pas beaucoup plus joué en ma faveur ou en ma défaveur. C'est plutôt le travail que j'ai produit durant toutes ces années, que je continue de produire, par exemple, qui fait que je suis parfois sollicitée, mon avis est sollicité et on m'associe à des projets de recherche, des projets d'observation, etc. Donc, je pense que nous pouvons être encore plus nombreux et même nombreuses à y être, à condition vraiment que on le veuille et que on démontre notre capacité à contribuer à ce que les lignes bougent, parce que on voudrait que les lignes bougent, pas seulement en Afrique, même ailleurs. Hein. Le besoin est là. Maintenant, il faut des mains pour que l'ouvrage soit porté par plus d'une personne. Donc, ça n'a pas été difficile, ça n'a pas été challengeant, je n'ai pas rencontré de difficultés particulières et même mon intégration n'a pas été difficile parce que j'ai envie de dire qu'il y a certaines choses que j'avais déjà engagées à titre personnel, mais de côté. Maintenant, rejoindre les pairs a été plutôt intéressant dans le sens où c'est venu renforcer mes techniques de travail, mes approches de travail, enrichir mon regard sur le management de projet et me permettre de franchir un nouveau cap. Il y a des choses que je ne voyais pas aussi dans le management de projet sans rejoignant les autres, que j'ai pu les voir, j'ai pu me rendre compte de ce que nous pouvons apporter, de ce qu'il nous faut même en plus de ce que nous avons déjà aujourd'hui. On parle souvent de leadership féminin comme d'un concept abstrait. Vous le vivez au quotidien dans un domaine très technique, très masculin. Selon vous, qu'est-ce qui caractérise réellement une femme leader? Bien. Une femme leader, c'est une femme qui n'a pas peur de faire valoir son point de vue, son opinion. C'est une femme qui assume les choix, qui assume ses rêves, parce que contrairement aux hommes, le leadership féminin se heurte souvent à des barrières une femme ne parle pas comme ça. Une femme doit prendre l'autorisation soit d'un tuteur, son père, ou de son mari. Attends qu'on te donne la place. Non. Le leadership féminin, pour moi, c'est d'avoir la pleine conscience que nous sommes des agents économiques, nous faisons partie des personnes dont on attend aussi quelque chose. Si le Cameroun doit se développer, c'est avec les 100% de sa population. Pas seulement avec les hommes, non. Et donc, une fois qu'on a conscience que nous aussi, nous faisons partie de l'équation,
Devenons des forces de proposition avec les moyens que nous avons, de la position que nous avons. Il faudrait que notre avis soit donné, que ce que nous pensons de la société soit présenté. Hein, le Cameroun ne doit pas être le Cameroun de certains et pas d'autres. Non, que chacun dise ce qu'il pense du système de la santé, hein, quel est mon regard féminin du système de la santé, comment est-ce qu'il devrait être, quel est le regard de la femme du système éducatif, à quoi est-ce que ça devrait ressembler, la famille et tout. Donc, toutes ces questions qui vont amener le développement méritent le regard de l'homme et de la femme. Et le leadership féminin, pour moi, c'est lorsque la femme accepte, malgré les contraintes, de se prononcer, de donner son regard, hein, ne pas avoir peur d'être ridicule, de se tromper, etc. Il ne faut pas toujours attendre qu'on nous donne la parole, il ne faut pas toujours attendre qu'on nous donne la place à table. Même sur un coin de table, on peut aller là-bas, donner notre avis, et c'est ça le leadership féminin pour moi. Donc, comprendre donc que ça concerne tout le monde, que ce soit les femmes éduquées ou pas, hein, les femmes en ville, les femmes dans les villages, c'est une question qui concerne tout le monde. Y a-t-il des qualités que l'on attribue aux femmes leaders qui vous semblent inexactes? Des qualités et qui sont inexactes. Oui, on pense souvent que les femmes leaders réussissent tout ce qu'elles font. Ce n'est pas vrai. Hommes et femmes, il y a des échecs qui sont sur notre chemin de réussite quand on réussit. Et le fait de prêter le succès assuré, garanti aux femmes leaders fait qu'on est très intolérant lorsqu'une femme leader échoue, lorsqu'elle se trompe. Et je crois que c'est quand même un problème parce que le message que ça envoie souvent à 10 000 femmes qui sont derrière, c'est qu'il ne faut pas oser. Donc, pour moi, non, ça c'est pas bien. Alors, autre qualité qu'on prête aux femmes leaders, c'est qu'elles sont de meilleures personnes. On pense que parce qu'on est une femme leader, on a un bon cœur, on est maternelle, on est amour. Non. Une femme leader est un être humain, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas parce qu'on est leader qu'on n'a pas de faiblesse, qu'on n'a pas de mauvais moments, qu'on va tout le temps être, je sais pas moi, du bon côté. La dernière qualité qu'on prête aux femmes leaders, c'est qu'elles sont toujours heureuses, elles sont toujours souriantes. Non, les femmes, elles vivent aussi des douleurs, hein. Elles vivent des douleurs, comme je dis encore, elles sont humaines et elles savent peut-être faire la part des choses. Elles savent que même en situation difficile, il faut sourire. Le sourire peut parfois rendre une situation moins dramatique, mais cela ne veut pas dire qu'elle soit heureuse de ce qui se passe, joyeuse et tout, non. Non, pas du tout. Donc, il y a des qualités comme ça, effectivement, qu'on prête aux femmes leaders et moi, je trouve que non, c'est pas vrai et ça ne nous sert pas toujours, en fait. D'accord. Chez Résebil, nous avons 23 femmes au conseil d'administration, toutes bénévoles, toutes engagées, et dans nos antennes, ce sont des présidentes élues par leur père qui coordonnent et collectent les cotisations, organisent les assemblées, gèrent les équipements collectifs, et c'est une particularité parce que nous voyons qu'une femme leader, elle doit être assez autonome, assez engagée dans ce qu'elle fait. Vous avez dirigé de VPMO, vous avez managé des projets d'infrastructures complexes à Johannesburg et au Cameroun. Quels sont Allô?
Allô? Allô? Oui, allô, désolé vraiment des problèmes de connexion. Je D'accord. vais donc répéter la question. Bon, nous allons recommencer. Chez Ok. Résobis, nous avons l'administration, toute bénévole, toute engagée et donc élue par leur père qui coordonne la et les équipements. Ce leadership nommé. Vous avez dirigé de VPMO, vos projets d'infrastructure Cameroun. Quels sont les éléments rencontrés en tant que femme dans ces environnements? Ok, vous parlez des freins que j'ai rencontrés, c'est ça? Des freins que vous avez rencontrés lors du management de ces projets-là. Ok. Alors, des freins, les préjugés. J'ai dû faire face à des préjugés, mais ça m'a pas freiné, hein. Donc, le mot frein me gêne un peu. J'ai rencontré quelques difficultés déconvenues, mais ça ne m'a pas freiné. Alors, première chose, c'était effectivement les préjugés. Je vais vous raconter une petite histoire, hein. Alors, quand j'intègre Douala Grand Mall, on annonce à mon équipe que voilà, le chef de projet est encore en Afrique du Sud, le chef de projet va arriver à telle date. Et le premier jour que j'arrive sur le chantier, on m'a refusé l'accès. On m'a refusé l'accès. Donc, j'arrive, je klaxonne et la sécurité, un monsieur de la sécurité arrive et tout de suite, à peine j'ai dit bonjour, il me dit, ah madame, aujourd'hui, il n'y a pas de visite sur le chantier, tous les grands patrons du projet seront là, donc pas de visite, revenez plus tard. En tout cas, même seulement la semaine prochaine, parce que tant que les grands patrons sont là, on ne veut pas de visiteurs. Il ne m'a même pas laissé le temps de placer un mot. Et donc, il m'a tourné le dos, il est parti. J'ai pris mon casque, j'ai porté, j'ai mis ma chasuble. Et il y a un de ses collègues qui était, je crois, son chef, qui était derrière et qui avait vécu la scène. Donc, quand il me voit mettre mon casque, il s'approche rapidement et il s'excuse. Hein, il dit en anglais, hein, parce qu'ils étaient sud-africains. Donc, il dit en anglais, vraiment, il s'excuse et tout. Et son autre collègue qui m'avait bloqué le passage vient lui dire, mais non, pas de visiteurs aujourd'hui, tous les grands patrons du projet seront là. Et ce monsieur lui dit, mais tu ne peux pas lire. Lis ce qui est écrit sur son casque. Donc, il lui faisait la remarque que le logo qui était sur mon casque était le même logo sur la plaque de construction où on avait mis Project Manager. Et il lui dit, ah. Et donc, ils ont ouvert le portail, je suis entrée, ils m'ont montré où garer et ils m'ont demandé de me faire identifier. Donc, après avoir garé, je suis allée et ils voulaient savoir mon nom et tout. J'ai pris ma carte de visite, je leur ai donné. Et là, ils étaient abasourdis. Après, le monsieur qui m'avait refusé l'accès est venu me voir pour s'excuser et il me dit, c'est ma première fois de voir une femme project manager. Hein? Un tel projet où une femme sera project manager, moi je n'avais jamais vu ça, excusez-moi pour mon attitude et tout. Donc des préjugés comme ça, j'en ai rencontré où des gens se disaient non, elle peut pas, elle pourra pas. Hein, regardez comment elle est, une dame en plus, ce n'est pas un métier pour les femmes, vous vous trompez, elle n'est pas là pour ça, elle ne saura pas, etc. Voilà. Et difficulté, je dis que je ne vais pas appeler ça frein, ça a été la confiance. La confiance. Quand on est une femme, les gens s'attendent à ce qu'on joue le rôle soit de la maman, soit de la grande sœur, soit de la secrétaire. Et donc, voir une femme qui est au leadership d'un projet dans certains domaines,
très souvent, tout de suite, un manque de confiance. Vraiment dès le départ. Donc, j'ai dû mettre en place des stratégies personnelles pour gagner la confiance des équipes. Les hommes aussi font face à ce type de difficultés, hein. Mais les hommes, au moins, parfois utilisent leur autorité, hein. Ils ont une voix rauque, ils ont un physique imposant, ils ont la poigne et tous ces éléments d'autorité parfois font que les gens leur font quand même un minimum de confiance. Quand on est femme, le capital confiance est zéro. Tout de suite, parfois c'est le mépris. Il y a des personnes qui n'hésitent pas, hein, à vous dire, ah vraiment, on sait que vous êtes venu là parce que vous êtes certainement le frère de ou la sœur de. Et donc, je suis déjà préparée à ça depuis de très longues années. Dans mes études, moi, j'ai toujours été j'ai fait la filière C. Et en C, les femmes ont toujours été entre 5 et 10% de l'effectif. Donc, ces challenges et ces comportements, j'y suis préparée depuis mes années d'école. Et ayant été toujours dans les milieux masculins, je suis très à l'aise avec ce type. C'est pour ça que je dis que je ne veux pas appeler ça frein, parce que moi, ça ne m'a freiné en rien. Donc, quand je vais dans un projet, je me prépare déjà à faire face à de tels blocages. Il faut donc que très rapidement, dès les premiers jours que je commence à travailler sur la confiance avec mes équipes. Je n'attends pas. Parce que je sais que dès le démarrage, c'est ce qui va se passer. Donc, voilà les deux principaux éléments vraiment que moi j'ai souvent rencontrés, les préjugés. Préjugés parce qu'on est une femme, préjugés parce qu'on est noir. Bah oui, quand je travaille à Johannesburg, dans le management, c'est des blancs. Hein? Ça, je dois déjà vous le dire, c'est des hommes et c'est des blancs. Donc, moi là-bas, je fais face à deux préjugés. J'ai pas été victime de racisme, hein, mais de préjugés, même de mes propres frères noirs qui se disent, mais tiens, une femme noire qui est au top du management dans un projet ici en Afrique du Sud, et quand ils savaient encore que j'étais une étrangère, ils se disaient, waouh. Donc, maintenant, ici, dans l'environnement camerouno-camerounais, c'est le manque de confiance. OK? Donc, on a beau avoir une personne dans l'équipe qui va leur dire, non, cette femme, elle est performante, elle connaît son truc. Les autres vont dire, ah, c'est sûr qu'elle t'a flatté. C'est sûr qu'elle t'a flatté. Et ils s'attendent à ce que je les prenne avec la fibre maternelle. Non, moi, je ne mets pas de la maternité dans mon travail. Quand je travaille, je ne veux pas qu'on m'appelle grande sœur, la mère, j'interdis d'abord ça. Je ne veux pas ça. Pas parce que ça ne me plaît pas, mais parce que ce n'est pas ce que je voudrais mettre en avant. Ce que je voudrais mettre en avant, c'est le professionnalisme, c'est le travail. Je voudrais que les gens me fassent confiance parce qu'ils ont confiance dans mes méthodes de travail, dans ma stratégie, dans mon approche. Pas par pitié. Qu'on me dit, qu'on ne dise pas que, ah, comme c'est une femme, comme c'est une mère, et pitié d'elle, non. Ça ne m'arrange pas. Donc, voilà les deux éléments que j'ai rencontrés et que j'ai intégrés depuis. Et donc, pour moi, ce n'est plus des freins, hein, c'est des choses que j'ai intégrées. Et dans ma façon. Allô, c'est revenu? Oh là là. Allô? 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 Rencontré. Allô? Et étant donné que
Vous me suivez, madame? Oui, on a été coupé longtemps là. OK. Oui, oui. Donc, je disais vraiment encore toutes mes excuses pour ce désagrément. Par rapport à cette difficulté que vous avez fait face, nos mamans le vivent au quotidien différemment, mais très intense, parce qu'elles font face à des charges domestiques, elles font face au regard des conjoints, au manque d'accès aux ressources. C'est pour ça que Résobil a mis en place un fonds de cotisation de solidarité pour que les difficultés personnelles ne stoppent pas l'engagement collectif. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui vous a donné personnellement la force de continuer malgré toutes ces difficultés? Vous avez continué à former, vous avez continué à contribuer au développement du management au Cameroun et à l'extérieur. Qu'est-ce qui vous a motivé de continuer? Bon, moi je dis souvent que l'Afrique c'est notre projet, personne ne viendra développer l'Afrique à notre place, personne ne viendra changer le Cameroun à notre place. Il faut qu'on le fasse. Ça, c'est la base, nous devons le faire. Donc, malgré les obstacles et les difficultés, je pense que j'ai encore assez de ressources pour pouvoir faire bouger même un tout petit peu, même si c'est un tout petit peu, les lignes. Donc, et chaque fois que je vois l'impact de ce que nous faisons, mon équipe et moi, je suis davantage galvanisée. On a formé jusqu'ici 300 femmes. On va en former encore. Et lorsque j'ai des feedbacks, par exemple, à l'occasion de... Ah, c'est une belle anecdote. À l'occasion de la journée de la femme rurale, que faisaient les femmes de la localité Aokola? Elles amenaient les produits du champ, le manioc, le plantain, le bâton de manioc, etc. Après la première édition de formation en 2022, on avait formé 100 femmes. À l'occasion de la journée de la femme rurale, en plus des produits de leur champ, elles ont présenté ce qu'on leur a appris pendant la formation. On leur a appris à fabriquer des savons, des parfums, des produits d'entretien ménager, etc. Et elles se sont cotisées. Elles se sont recyclées, donc elles ont même élargi le cercle. Elles sont allées former d'autres femmes et dans leur stand, elles ont exposé. Le sous-préfet était très heureux de voir cette mutation. Et elle a dit, mais ça sort. Ils ont dit, ah non, non, on a notre fille qui vient nous former ici, c'est elle qui nous a appris. Et en 2024 aussi, elles ont fait pareil. Et quand je vois ce genre de choses, je me dis, tiens, c'est important. C'est important. Pendant la formation, on vient souvent avec les supports de formation. Donc, on leur donne les recettes. Comment est-ce qu'on fait pour fabriquer telle chose? Où est-ce que vous allez trouver la matière première? Comment ça se vend? Vraiment, on leur donne tous les détails pour qu'elles puissent le faire elles-mêmes. Et lors de la première édition, on avait imprimé simplement à peu près 50 manuels avec les recettes. Et quand on a distribué, toutes n'avaient pas eu. Et elles se plaignaient beaucoup. Et quelqu'un leur a dit, mais vous ne savez même pas lire. Vous êtes en train de vous battre pour un document qui est écrit en français. Et elles étaient tellement fâchées. L'une d'elles a pris la parole en public pour nous dire, surtout à moi, que quand je viens faire ce type de formation, il faut que j'évite de n'amener qu'une partie de la documentation. Parce que, oui, elles ne savent peut-être pas lire, mais elles ont envoyé leurs enfants à l'école, leurs conjoints savent lire et elles comptent ramener ces recettes à la maison pour les refaire en famille avec leurs enfants qui sont capables de lire. Et ça avait été une très grosse leçon pour moi. Donc, la femme rurale n'est pas juste cette femme-là qu'on voit comme une femme illettrée. Elle a conscience qu'elle est illettrée, mais elle a à côté des gens, à côté d'elle, des personnes lettrées qui peuvent venir l'aider à avancer. Donc, à partir de cette édition,
Ah, tout de suite, on a corrigé, hein, on a envoyé imprimer rapidement le complément. Et en 2024, on a imprimé bien plus. Vraiment, elle garde ses recettes comme des secrets. Elles gardent et elles nous disent, on a appliqué ceci, voilà comment ça a marché, on a vu cela, etc., etc. Elles reviennent encore elles-mêmes. Je dis bien qu'elles ne savent pas lire le français. Hein? Certaines n'ont pas été à l'école, mais elles se font accompagner. Donc, on fait une formation pour une femme et c'est une famille qui en profite. Vous voyez un peu la beauté de la chose? Ça fait que même quand je suis découragée parce que c'est quand même c'est lourd, c'est difficile, c'est une formation gratuite pour les femmes, mais c'est pas gratuit pour moi. Moi, je dépense de l'argent pour cela. Mais quand j'ai ce type de retour d'information, quand je vois que c'est utile pour elles-mêmes, on a un petit module de vente pendant notre formation pour leur dire, voilà, vous finissez de fabriquer vos menthols, vos savons, etc. Sachez que vous devez aussi les vendre. Lorsque vous allez à la messe le dimanche, à la sortie, ayez même 5 morceaux de savon que vous pouvez vendre. Ça peut vous aider en semaine. Lorsqu'il y a des deuils, des manifestations au village, allez toujours avec votre petit stock, même si c'est 10 savons. Vous pouvez vendre. Et ça les aide. Hein? C'est pas des millions, c'est vrai, mais c'est utile, ça les aide. Certaines ont vu leur mari leur donner le capital pour pouvoir faire quelque chose. Donc, voilà les choses qui me motivent, qui font que je me dise, ça vaut la peine de continuer. Je ne vais peut-être pas former toutes les femmes rurales du Cameroun, mais si j'ai formé un petit nombre, ce n'est pas rien. C'est déjà quelque chose. Une mère qui va former sa fille, c'est aussi important. Ou son fils, ou son mari. C'est une famille qui peut trouver son pain quotidien. Donc, voilà moi ce qui me galvanise et me fait continuer. En ville, j'ai des jeunes filles, des dames qui ont besoin d'accompagnement, qui ont besoin juste d'un petit déclic parfois pour franchir un pas. Réorientation de la carrière, comprendre même l'environnement dans lequel on fonctionne, parce qu'il ne faut pas oublier que les difficultés que les femmes rencontrent dans le monde professionnel ont souvent comme conséquence le décrochage académique à l'école. À force d'entendre que oh, ce n'est pas fait pour vous, vous n'allez pas y arriver, les filles se disent ah, il vaut mieux abandonner l'affaire de l'école là, je vais me trouver un mari qui va me s'occuper de moi et c'est OK. Le décrochage, aussi dans l'environnement professionnel. Il y a des femmes qui abandonnent leur carrière pour rentrer être juste ménagère. Parce que quand on fait une carrière professionnelle, on est à la fois ménagère et professionnelle. Mais quand on fait face à beaucoup de blocages en environnement professionnel, certaines se disent, ça ne vaut pas la peine, ce n'est pas fait pour moi, n'est-ce pas? Donc, moi, mon rôle aussi, c'est de leur dire, continuons d'essayer, continuons de nous battre, c'est possible. La femme est multicasquette et la femme est capable de faire plusieurs choses à la fois. Il faut donc rien lâcher.
Désolée. Vraiment, cela est à féliciter parce que nous voyons vraiment l'impact que vos projets ont sur la vie des femmes, notamment les femmes rurales. Nous vous félicitons encore, Madame Bolo, pour cette initiative qui transforme les vies et qui apporte le sourire aux familles. Chez Réseau Bill, nous travaillons principalement avec des femmes rurales qui entreprennent dans leur localité, 85 antennes villageoises, plus de 2000 femmes, je dirais 85 antennes villageoises, plus de 2000 femmes dans le département de la Léquier. Ce qui nous a frappé dans votre profil, c'est que vous également, vous formez des femmes rurales et c'est remarquable dans notre contexte camerounais aujourd'hui. Vous qui formez à la fois les femmes rurales et les professionnels, qu'est-ce qui vous a marqué dans ces deux univers qui apparemment ne sont pas distincts mais sont plutôt complémentaires? Alors, ce qui m'a marqué chez les femmes rurales, c'est que elles en veulent. Vraiment, je vous assure, quand on a organisé la première formation, nous voulions un maximum de 50 femmes en nous disant qu'elles seraient peut-être 20. On n'était pas sûr. Et après les communications qui ont été passées, lorsqu'on est à l'approche de l'événement, on passe les communiqués dans les églises. OK, on passe les communiqués dans les églises, dans les tontines. Après tout ça, on a eu 100 femmes. Et là, j'ai découvert qu'il y avait un énorme besoin. La femme rurale est un peu oubliée dans nos stratégies de formation. Ça, je m'en rendais compte. Pourquoi? Peut-être parce qu'on se dit que voilà, elle va pas payer. On se dit que beaucoup de femmes rurales ne sont pas allées à l'école. On se dit que bon, les femmes rurales, peut-être ça les intéresserait pas d'aller dans des regroupements, passer une journée, parce que notre formation, on la fait souvent en semaine. Et on se disait, est-ce qu'elles vont laisser leur champ, leurs activités, peut-être le commerce pour venir? Mais elles étaient là, jusqu'à la dernière seconde. Elles étaient concentrées, engagées, impliquées. Et pour vous dire, déjà la première édition, elles sont venues, quand on fait la formation, naturellement, à la fin, on doit manger. Et ça, c'est un poste qui nous coûte bien cher. Et on était heureuse de voir les femmes venir avec la nourriture préparée. On leur avait rien demandé, mais elles sont venues à l'école et elles sont venues avec des repas. Ça a renforcé le buffet. Ça, c'est quelque chose qui vraiment m'a marqué et je me suis dit, tant que je pourrais, il faudrait que je continue. Leur implication et la valeur qu'elles accordent à ce savoir qu'on leur apporte. Vraiment, vous savez, quand les gens viennent à des formations gratuites, on se dit souvent, ah, ils sont venus tuer le temps. Mais non. Quand la femme rurale se déplace, elle met à profit tout ce temps.
tout ce temps, elles posent des questions, elles sont curieuses, elles sont concentrées. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. J'espère que à notre prochaine édition, les femmes de Réseaubille pourront faire le déplacement. On voudrait faire ce partage d'expérience. Vous allez certainement nous apporter aussi des choses pour améliorer. Et nous serions contents aussi de faire bénéficier aux femmes de votre réseau de ce que nous faisons. Maintenant, avec les femmes Alors, les femmes en zone rurale, je n'ai pas terminé. Je me suis aussi rendu compte d'un point. Nous, les femmes en ville, tous les 8 mars, on fait beaucoup de panels, beaucoup d'émissions pour dire que voilà, il faut encore ajouter des droits, ça ne suffit pas, etc. Ce qui est bien, mais je vous assure, les femmes en zone rurale sont dans un besoin de plus de droits pour que la femme s'exprime, que nous n'imaginons pas en ville. En 2024, j'avais souhaité que mes coépouses, donc dans le village de mon mari, les femmes qui sont en mariage là-bas, j'avais souhaité qu'elles viennent prendre part à cette formation. Alors, j'en ai rencontré certaines, on a échangé, je leur ai dit combien ce serait bien, je leur ai vanté le truc et on est tombé d'accord. Quelques semaines avant la formation, les dames ont demandé une assise avec moi et les hommes, hein, nos maris, parce qu'elles voulaient se plaindre. Donc, leur mari, mes beaux-frères, étaient mécontents que je sois allée directement m'adresser à mes coépouses pour leur faire une telle proposition. Ils disent que on devrait leur faire la proposition à eux. S'ils acceptent, elles viennent. S'ils n'acceptent pas, elles ne viennent pas. Et là, je vous avoue que je me suis dit, nous en ville, on ne voit même pas ces points comme des avancées. Quand je dois aller en formation, je n'ai pas à demander la permission, je sais pas moi, à mon mari. Hein. C'est pas comme si je quittais le pays. Peut-être si je vais hors du pays, oui. Là, il faudrait qu'on s'entende pour gérer la maison et tout. Mais c'est une histoire d'une journée. Elles viennent le matin, elles rentrent le soir. Et leur mari, ils étaient unanimes. Hein, que vraiment, elles viennent pas. On ne veut pas. Vous aurez dû commencer par nous. C'est nous que vous aurez dû flatter. Et flatter, là, c'est pas juste les informer. C'est-à-dire que, voilà, il faut aller vraiment s'asseoir, faire les assises, démontrer et tout. Et là, je me suis dit, tiens, quand on a 200 femmes qui viennent en formation en zone rurale, c'est donc 200 femmes qui ont dû manœuvrer, supplier et qui ont peut-être eu des problèmes après notre formation parce que si elles sont venues à la formation sans l'autorisation du mari, ça va peut-être mal se passer. Ça m'a fait un petit choc quand même, hein, un petit choc de voir que voilà, il y a quoi de dangereux dans une formation? Il y a quoi de dangereux? Au contraire, ça va aider la famille. Mais on a encore vraiment besoin de travailler le discours pour que ça passe. Maintenant, en zone urbaine, les femmes professionnelles, les étudiantes que je forme ont d'autres problèmes. Leur problème, c'est de faire entendre leur voix. J'ai souvent affaire à des femmes qui sont très compétentes et elles me disent, dans tel projet, j'ai travaillé, qu'as-tu fait dans le projet? J'ai fait ceci, j'ai fait ceci. Mais en fait, c'était toi le vrai chef de projet. Mais on ne les verra jamais. On ne va jamais citer leur nom. On va donner le nom d'un homme comme étant le chef de ce projet, mais à la réalité, c'est une dame ou des dames derrière qui ont fait tout. Et parfois, c'est elles-mêmes qui refusent qu'on donne leur nom. Hein, qu'on les cite. Elles préfèrent mettre en lumière quelqu'un d'autre. Et donc, ce que je travaille souvent aussi avec les femmes dans les formations, quelles que soient les formations, c'est
de les amener à comprendre qu'elles doivent assumer leurs rêves, assumer leurs compétences. Hein. Porter un génie, ce n'est pas facile. Hein. Il y a des femmes qui sont vraiment des génies, elles sont très intelligentes, mais elles préfèrent donner tout le mérite à un homme. Et moi, c'est quelque chose qui, je n'accepte pas ça. Je n'accepte pas ça. Et donc, je dis souvent aux femmes, assumez votre expertise, assumez votre génie, assumez vos capacités, assumez vos compétences. C'est vrai que ça vient aussi avec des critiques. Hein. Dire que je suis expert de ceci et vous vous trompez un jour, mais vous allez voir comment le monde entier va vous tomber dessus. Les femmes aussi, parfois, sont leurs propres freins. Hein, elles prennent le prétexte de mettre un homme devant parce qu'en fait, elles ne veulent pas aussi assumer ce passif-là. Donc, voilà des choses que je travaille beaucoup avec les femmes en zone urbaine, la confiance en soi. Et comme je leur dis souvent, une femme qui s'assume aura des enfants qui vont peut-être changer ce monde. Un jeune garçon qui voit une mère qui assume son intelligence, son génie, qui n'a pas peur de faire des choix, de se projeter, d'avoir des projets personnels, est un garçon qui sera un mari différent demain, qui sera un patron différent demain. Il a vu sa mère faire. Il sait donc que les femmes sont en capacité de le faire. N'en parlons pas de la jeune fille. Une jeune fille qui voit sa femme assumer sa mère assumer son leadership, se dit que mais la prochaine génération, c'est moi. Et elle n'aura plus peur, hein? C'est-à-dire ce qu'on appelle des freins et des obstacles, elle les verra comme des éléments normaux sur son parcours. Elle ne va pas se dire que être premier de la classe est réservé aux garçons, non. Elle va se dire, je me lance dans la bataille. Moi aussi, je peux être première. Moi aussi, je peux être pionnière dans telle chose. Moi aussi, je peux être à la tête de cela. Donc, il est de notre intérêt, nous les femmes, et c'est le message que je porte souvent aux femmes en zone urbaine, il est de notre intérêt d'assumer que nous voulons être autonomes, nous voulons être des leaders, nous voulons assumer nos rêves avec leurs échecs et leurs réussites pour que ceux-là qui vont prendre le Cameroun demain comprennent que la femme n'est pas un cerveau inférieur, que la femme peut gérer la justice, les armées, la présidence et tout. Parce qu'à la fin de la journée, ce n'est pas notre sexe qui règle les problèmes. C'est ici dedans. C'est le mindset, c'est l'intelligence, c'est le génie que nous avons tous dans nos têtes qui transforme une société. Et le génie, lui, n'a pas de genre. Le génie n'est pas masculin, il n'est pas féminin. La réussite, comme je dis souvent, la réussite n'a pas de genre. Quand les lionnes indomptables gagnent à la Coupe du Monde des filles, c'est tout le Cameroun qui est content. Hommes et femmes, n'est-ce pas? Quand ce sont les lions indomptables, pareil, c'est les hommes et les femmes. Donc, il faut qu'on comprenne que dans chacun de nos domaines, nous avons aussi besoin de réussite et de performance. Et ça peut venir de n'importe qui. Le dernier point que je travaille beaucoup avec les femmes en ville, c'est d'entraîner d'autres femmes. Ça aussi, je trouve que ça nous manque beaucoup. Parfois, c'est parce qu'on ne voit pas de modèle féminin à côté de nous qu'on se dit, ah, bon, ça n'existe pas. Donc, j'encourage beaucoup de femmes à mentorer d'autres femmes, à encourager les étudiants, que ce soit dans sa famille, que ce soit en entreprise, de donner la main aux autres et de leur donner la chance. Ce n'est que comme ça que je pense qu'on aura un peu plus de femmes qui vont accepter d'assumer leur position de leader dans leur domaine. Voilà. Merci beaucoup pour ces exemples. Ça montre vraiment que vous touchez des points capitaux parce que vous soulevez là le manque de confiance en soi, le manque de prise de décision même venant des femmes parce que, comme vous l'avez dit, en ville, nous n'avons pas les mêmes problèmes que les mamans du village, ce qui est vraiment une réalité encore
peu considérées par les institutions et même les organisations qui les accompagnent. Il faut comprendre qu'elles ont des réalités vraiment différentes de celles des femmes de la ville. Parlons de management de projet. Vous, nous le savons bien que cette discipline d'entreprise est une discipline très complexe, mais vous la présentez comme un moteur de transformation économique. Comment le management peut-il être considéré comme un facteur de changement des communautés rurales? Ah, encore une coupure. Je n'ai pas suivi la dernière. D'accord. Le management de projet est souvent perçu comme une discipline d'entreprise. Vous le présentez comme un moteur de transformation économique. Comment le management de projet peut-il concrètement changer la vie des communautés rurales? La question, c'était comment le management de projet peut changer la vie des populations rurales, c'est ça? Oh oui, mais de plusieurs manières, vraiment de plusieurs manières. Vous savez, au village, on fait beaucoup de projets. Ça, Effectivement. ça n'a pas l'air, mais on fait beaucoup de projets. Ce n'est pas par hasard qu'on va faire un champ. Ce n'est pas n'importe quoi qu'on va mettre dans un champ. Ce n'est pas à n'importe quel moment de l'année qu'on va faire un champ. Alors, d'où même venue cette idée de former les femmes. Bien, il y a quelques années, ma mère, j'aime beaucoup ma mère. Alors, ma mère, comme font beaucoup de mères, nous inscrit, nous, ses filles, à la réunion des ressortissantes de notre village. Elle ne demande pas notre avis. Hein. Elle nous inscrit et tout le temps, oh, envoyez vos contributions, envoyez l'argent. Vous n'êtes pas obligé de vous déplacer. Et en fin d'année, on prend la cagnotte, on achète des cadeaux qu'on offre aux différentes femmes. J'espère que vous me suivez. Hein? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Allô? Ah, moi j'avais interrompu ma réponse. Ok. D'accord. Donc j'étais en train de. Il y a un écho là. Ok. Voilà. Donc j'étais en train de vous raconter une anecdote pour répondre à la question comment est-ce que le management de projet peut aider à transformer la vie des femmes rurales. Et donc, j'étais en train de vous dire comment m'est venue l'idée de lancer cette formation des femmes rurales. Donc, il y a quelques années, notre maman, mes sœurs et moi, nous a inscrits dans une tontine, la tontine des ressortissants de notre village. Et sans notre consentement, bien sûr. Et tout le temps, elle disait, envoyez vos contributions, le mois prochain, il faut cotiser et tout, il ne faut obligé d'être là. Et bien entendu, on le disait, parce que c'est la maman, mais vraiment, on n'était pas très intéressés. En fin d'année, il y avait une cassation, donc il y avait une cagnotte et la cagnotte était utilisée pour offrir des cadeaux aux membres de la tontine. Et donc, première année, on offre des ustensiles de cuisine, des marmites, des assiettes. Deuxième année, même chose. Troisième année, je me fatigue. Je dis, mais c'est même quoi cette histoire? Moi, je ne voudrais pas avoir une boutique d'ustensiles de cuisine, maman. Il faut arrêter avec ça. Et elle me dit, vous êtes toujours comme ça, vous là, tous les gens de la ville là, vous êtes en train de critiquer.
Et même les gens de la ville. Elle dit, vous les longs crayons là, vous êtes toujours en train de critiquer. Au lieu de proposer, si vous êtes fatigué d'avoir des ustensiles parce que ça a rempli vos maisons, propose autre chose. Je fais des propositions, elle dit non, je propose des choses, elle dit non. Et puis un jour, je lui dis, ok, tiens, je voudrais leur partager quelque chose. D'ailleurs, c'est elle qui me dit, hein, elle me dit, je ne t'ai pas envoyé à l'école pour venir identifier les problèmes, je t'ai envoyé à l'école pour les résoudre. Trouve comment tu peux faire profiter de tout ton bagage intellectuel à des femmes au village, plutôt que de venir critiquer en disant tout le temps, oh, vous ne voulez plus les casseroles et tout, et tout, et tout. Et donc, après lui avoir fait plusieurs propositions qui étaient rejetées, je lui dis, OK, les femmes en fin d'année ont quand même une petite cagnotte. Et si la cagnotte était utilisée pour faire d'autres choses? Elle me dit quoi? Je lui dis, bon, le quoi, je ne peux pas te répondre. Mais je voudrais les doter de compétences qui vont faire que, en poussant la réflexion, elles trouvent le quoi. Et pour réaliser le quoi, elles auront besoin d'utiliser ces compétences. Elle me dit, bon, tu as dit le gros français, matérialise-moi ça. C'est là où je suis donc revenue avec cette proposition où je lui ai dit, OK, je vais leur apprendre à gérer les projets. Mais premièrement, à formuler un projet. On ne lance pas un projet pour le plaisir de lancer un projet. Et je lui dis donc que la formation va porter sur des petites astuces pour formuler une idée, peut-être faire associer d'autres personnes, utiliser des financements qui ne sont pas importants. C'est des tontines de village. Hein? Donc, en fin d'année, elles peuvent avoir une cagnotte de 50 000, de 100 000. Donc, pensez à des projets qui peuvent utiliser les 100 000 comme financement. C'était ça mon objectif. Et donc, la première formation, je leur ai dit, OK, quels sont les problèmes que des gens ont beaucoup? En 2022, on est là en train de sortir peu à peu de la COVID. Et il se trouve que on nous a dit, hein, pour combattre le COVID, il faut la propreté, il faut laver les mains, etc., etc. Mais la femme au village, pour elle, c'est un peu un luxe de devoir tout le temps se laver les mains. Le savon, ça coûte cher au village. Hein? C'est là où on fait une petite étude. Ma mère, effectivement, qui fait l'étude. Et elle nous dit qu'effectivement, le savon au village coûte plus cher qu'en ville. Est-ce que le savon vient de là? Il y a encore les frais de transport. Et on se dit, mais comment les gens qui sont les plus pauvres sont ceux qui vont payer le plus cher un produit qui est important au quotidien? Donc, tout de suite, moi, je me dis, OK, au lieu de leur distribuer des gels, hein, les gels qu'on utilisait pour se désinfecter, je préfère leur apprendre à fabriquer le savon, un savon qu'elles auront apporté et qu'elles pourront utiliser sans se dire, ah, je n'ai même pas les 400 francs qu'on demande pour acheter un petit morceau de savon. Voilà donc comment on va y aller. Et on va leur enseigner le management de projet sans utiliser ces gros mots-là. Si vous leur demandez que la formation, c'est quoi, elles ne vont pas vous dire management de projet. Parce que je sais que c'est des mots qui vont les bloquer. Donc, je n'utilise d'ailleurs, on fait la formation en français et en étonne. Parfois en français et on traduit en étonne, OK? Ou alors on va directement dans leur propre langue. C'est vrai qu'il y a des mots qu'on ne peut pas traduire. Hein? La soude, on va traduire la soude comment? Mais on leur dit que voilà, ça s'appelle soude, voici comment ça se présente, venez regarder, etc. Donc, je leur fais la formation en management de projet sans utiliser les termes techniques, juste en utilisant l'approche. OK, c'est une technique d'apprentissage, learning by doing, c'est-à-dire que eux, ils vont apprendre parce que s'il faut leur faire l'apprentissage normal, ça va nécessiter d'écrire. Et si elles ne peuvent pas lire, alors qu'elles ont des projets à gérer. Donc, c'est à partir de là donc que on s'est dit, ces femmes vont donc comprendre la nécessité de formuler des idées qu'elles vont aller réaliser. Parce qu'en fait, c'est ça la gestion de projet. Quand elles décident d'aller exposer leurs produits à l'occasion de la femme rurale, ce n'est pas moi qui le leur ai suggéré du tout. Elles se sont constituées, elles ont formulé leurs idées, elles ont structuré. J'ai vu les photos sur moi. Donc, elles m'ont même fait la surprise, en fait. C'est-à-dire que quand elles ont démarré leur projet, je ne savais pas. Je ne savais pas. C'est à la fin,
qu'elles ont fait les photos et elles ont envoyé. Et j'étais tellement fière, je vous assure. Elles m'ont dit que le sous-préfet les a farotés. Il leur a donné une enveloppe pour leur dire, voilà ce qu'on vous demande. Que d'année en année, on voit comment vous avez changé. Hein? Vous avez les produits du champ, oui, mais vous avez aussi d'autres produits fabriqués par vous-même et où vous êtes capable d'expliquer qu'on a acheté telle chose dans telle boutique à tel endroit, on a pris telle chose, on a associé, ça a pu donner ceci et voilà ça. Donc, le management de projet est très important pour les populations rurales, pour la femme rurale. Oui, la femme rurale, elle est pauvre, mais même dans sa pauvreté, elle a de la richesse. Pourquoi le savon? Parce que au village, on a l'huile, non? On a l'huile. Il y a les noix de palme. Donc, l'huile qui est l'une des matières premières de la fabrication du savon et même des cosmétiques est à disposition. Donc, une femme qui a eu en fin d'année dans sa tontine 100 000, qui a son stock d'huile de palme, elle ne peut pas fabriquer un savon de toilette, un truc comme ça. Elle peut. Donc, c'est ça la magie du management de projet, ok? C'était ça le plus gros challenge pour moi, de partir, parce que le management de projet, c'est élitiste. Hein? Ça, c'est clair que pour faire une certification en management de projet, il faut avoir un diplôme universitaire, ok? Mais si on a affaire à quelqu'un qui a fait 2 ou 3 ans à l'école primaire, d'office, la personne ne peut donc pas faire la certification. Mais est-ce que la personne ne peut pas gérer des projets? Elle devrait pouvoir. Donc, simplifier tout ça était, moi, mon challenge personnel en tant qu'expert en management de projet. Une fois que j'avais pu surmonter ce challenge, la machine était lancée et c'est elles-mêmes qui ont facilité. Pour les prochaines formations, elles sont déjà en train de nous dire ce qu'elles souhaiteraient comme cas pratique, cas d'application pour pouvoir intégrer pour les nouvelles, les anciennes, etc., etc. Encore toutes nos félicitations pour cela. Nous voyons vraiment l'impact réel que vos projets ont sur les mamans. Cette vision que vous décrivez, c'est exactement ce que la présidente fondatrice de Réseauville a voulu intégrer dès 2008, que les femmes des villages ne soient pas seulement des actrices de leur développement, mais qu'elles soient aussi celles-là, non, qu'elles ne soient pas seulement passives, qu'elles ne soient pas seulement des bénéficiaires, mais qu'elles soient le moteur même de leur développement. Et vraiment, nous voyons que vous le faites de la plus belle des manières. Alors, nous voulons vous demander si vous avez un message à adresser à les femmes camerounaises ou africaines qui vous regardent et qui hésitent encore à oser, à créer, à s'affirmer dans les domaines techniques ou dans le leadership. Quel serait votre conseil? Alors, à toutes les femmes, vous avez votre place là-bas. Vous avez votre place là-bas. Ne vous mettez pas de barrières, ne vous mettez pas de limites. Donnez-vous les moyens. Et les moyens, c'est l'éducation, c'est la formation, c'est l'essai. Essayez. Ces hommes que vous voyez réussir échouent beaucoup avant de réussir. Les femmes, c'est pareil. Donc, que l'échec, que la peur de l'échec ne nous bloque pas. Allons essayer. Et moi, j'ai rencontré beaucoup d'hommes dans ma trajectoire qui m'ont accompagné, qui m'ont motivé, qui m'ont poussé pour que j'ose. Donc, laissons les barrières culturelles, religieuses, sociales auxquelles on fait face et poursuivons nos rêves. Parce que le Cameroun a besoin de tout le monde. Tout le monde. Et le visage du Cameroun changera parce que nous tous, on va se mettre ensemble. Le visage de l'Afrique va être d'un autre type parce que on va tous se mettre ensemble. Donc, ne comprenez pas le leadership féminin comme étant des femmes qui veulent remplacer des hommes. Non. Comme des femmes qui veulent combattre des hommes. Non, ce n'est pas ça le leadership féminin. C'est qu'il y a une place libre pour nous depuis des années.
Mais nous sommes nous-mêmes les premières à ne pas les voir ou à attendre qu'on aille nous installer là-bas. Non, on ne va pas nous installer là-bas. Nous devons nous-mêmes prendre cette place. Ça commence à la maison, c'est à l'école, au travail, dans la société. Et les débuts vont toujours être difficiles, que ça ne vous fasse pas peur. Continuez et donnons-nous la main. Que les femmes des villes donnent la main aux femmes du village. Que les femmes du village donnent la main à la femme de la ville. Que les femmes professionnelles pensent à celles qui ne le sont pas. N'oublions pas la jeune fille. Vraiment, l'autonomisation de la femme se nourrit aussi de la femme qui regarde la femme. Pas seulement de la femme qui part conquérir une place auprès des hommes dans les cercles de décision, les cercles de pouvoir, mais c'est aussi les femmes qui aident les autres femmes à augmenter, à grandir, à s'améliorer. Ça aussi, ça contribue au leadership féminin. Donc, moi, j'ai envie de dire à une femme qui m'écoute aujourd'hui, n'ayez pas peur, ne vous mettez pas de blocage, ne regardez pas ce qui s'est passé avant, regardez ce qui doit se passer devant. Et c'est à vous de construire ce qui doit se passer. J'ai trouvé ma voie en allant aider les femmes rurales. Vous trouverez votre voie quelque part ailleurs. Engagez-vous là-bas à fond. Et faites tout pour qu'on dise qu'il y a une femme qui a fait telle chose ici. Et grâce à cela, 2, 3, 4, 5 autres femmes sont venues renforcer, ajouter, augmenter ou même continuer ce qu'elle a commencé. Merci infiniment, Madame Bolo, pour cet échange inspirant. C'est sur ces mots que nous terminons notre moment d'échange des femmes qui transforment les territoires. Votre prochaine information, s'il vous plaît. S'il vous plaît, j'enverrai l'invitation à Réseaubile à l'occasion de notre prochaine formation. Je souhaiterais vraiment voir votre présence pour que l'événement soit aussi rehaussé. On vous enverra une invitation de façon formelle. Voilà. Merci. Nous sommes vraiment honorés. C'est vraiment une grande joie d'avoir une invitation d'une maman qui transforme son territoire et qui a un parcours aussi inspirant que le vôtre. Ça sera avec joie que nous participerons à cet événement. Merci encore d'avance. Nous clôturons cet échange. Votre parcours illustre parfaitement ce que Réseaubile croit fermement. Lorsque les femmes ont accès aux outils à la transformation et à un espace de décision, elles transforment non seulement leur vie, mais celle de toute une communauté. Nous disons merci à celles et ceux qui nous ont suivis et rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode des femmes qui transforment les territoires. Merci encore, Madame Bolo. Votre parcours nous laisse sans voix et édifieront certainement beaucoup de femmes qui nous ont écoutées. Merci encore. Merci.